Bien, donc la parole va être donnée maintenant aux industriels qui nous accompagnent dans ce projet industriel. Évidemment, ce projet industriel ne pourrait pas voir le jour, ne pourrait pas se développer sans le soutien de l'ensemble de la filière industrielle nucléaire française. Et nos amis qui sont sur la scène aujourd'hui sont les représentants de l'intégralité de cette filière. Je voulais juste rappeler, au travers de 2 ou 3 slides, que je ne vais certainement pas lire ce slide-là, mais simplement vous rappeler que la filière s'est organisée autour du comité stratégique de la filière nucléaire, sous l'égide du Conseil de politique nucléaire, donc sous la présidence du président de la République et du Premier ministre. Donc ça a été, ce comité a été institué le 21 février 2011 et le comité stratégique de la filière nucléaire a été installé par le ministre de l'Énergie le 25 juillet 2011 à Chalon-sur-Saône. Son organisation repose sur la présidence du ministre du redressement productif et du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Le président directeur général d'EDF en assure la vice-présidence opérationnelle. Et vous avez différentes instances. Vous avez un comité de pilotage du CSFN qui regroupe 16 membres et qui coordonne, dont vous avez la liste sur ce transparent, aussi bien pouvoir public, industriel, exploitant, représentation, organisation syndicale. Cette organisation est déclinée en un certain nombre de groupes de travail et donne lieu à la conférence nationale de l'industrie. Les groupes de travail sont là, je ne vais pas les détailler non plus, vous aurez cela dans les slides support à la convention. Simplement, ils traitent tous les aspects. Ils traitent les aspects industriels, mais aussi les aspects humains au travers de la sous-traitance, au travers du dynamisme, de la dynamisation de l'économie locale, au travers de l'export également, de la R&D et de la communication. Et simplement, avant de donner la main à la table ronde, pour vous dire que cette filière nucléaire où ce comité a déjà produit un certain nombre de résultats tangibles et qui sont extrêmement utiles au soutien de la filière, des cartographies, le cahier des charges sociales du CSFN, qui est un outil très, très utile de dialogue et de partage entre les organisations syndicales et les représentants des entreprises et des donneurs d'ordre EDF, des exploitants nucléaires, Areva également et SEA. Des actions aussi tournées vers les PME, PMI, aussi bien en France en matière de R&D, mais aussi à l'export. Des résultats concrets également en matière de financement au travers de la création du Fonds de développement des entreprises du nucléaire, sous l'égide de la Banque publique d'investissement. Et puis également, dernier point, est en train de s'organiser un grand salon du nucléaire, le World Nuclear Exhibition, qui aura lieu au Bourget du 13 au 16 octobre 2014. Donc c'est un peu le Bourget du nucléaire qui est en train de s'organiser au profit de toute la filière nucléaire, et dont vous avez compris qu'elle est au cœur de l'avenir du nucléaire, non seulement du nucléaire existant, mais également du nucléaire en construction et qui reste à construire. Voilà, je passe la parole à Céline Kudelou qui va animer cette table ronde. Céline est déléguée régionale du GIEN, donc c'est le groupement intersyndical de l'industrie nucléaire. Elle est à ce poste depuis le 1er juillet 2013. Elle vient d'une autre filière française d'excellence, puisque c'est la filière automobile. Elle était chef de projet ingénierie en charge du développement de la nouvelle Twingo chez Renault. Elle était en charge du développement des compétences des ingénieries du groupe Renault hors de France. Et comme vous le savez, le GIEN, ou G2IN, est le groupement intersyndical de l'industrie nucléaire qui porte la parole des entreprises de toute la supply chain en France ainsi qu'à l'international, qui fait partie du comité de pilotage du CSFN, qui participe à beaucoup de groupes de travail du GSFN et qui est très attentif aux côtés de l'AIFEN. L'AIFEN, c'est l'association pour la promotion à l'export des industriels du nucléaire dans l'organisation du prochain salon du Bourget en octobre prochain. Céline, je vous passe la parole. Merci. Alors, on est là pour parler des grands enjeux industriels du programme Grand Carénage. Je voudrais juste vous rappeler 2 choses qui ont été respectivement dites par Madame Mourlon et Monsieur Mirocourt. Les enjeux sont, d'améliorer significativement
significativement la sûreté, et de la maintenance de notre parc existant. Alors, je vais redonner quelques chiffres qui mettent en évidence l'ampleur du programme qui nous attend. Il nous reste encore 15 réacteurs 900 MW qui doivent subir leur visite décennale 3 de 2015 à 2020. 20 réacteurs, enfin les tranches, les 1300 MW vont commencer en 2015 et il y aura 20 réacteurs à venir. Et puis à partir de 2019, les VD2 des 1500 MW vont commencer. Et en 2019 aussi, on verra le début des VD4, des 900 MW, les premiers ayant été mis en service. Donc ce programme va être très conséquent à partir de 2015, mais encore plus à partir de 2019. Donc ça va représenter des défis d'organisation, des défis technologiques, on l'a vu à la table ronde précédente, de compétences et de main-d'œuvre, et c'est ce qu'on va aborder ici tous ensemble. Alors, Monsieur Delabroix, vous êtes directeur opérationnel du grand carénage chez EDF. EDF est l'exploitant responsable de ce parc. Donc, comment vous vous organisez à l'approche de ce grand défi ? Bien, c'est une question très intéressante. Je vais essayer en quelques minutes de vous mettre les quelques repères sur ce sujet qui concerne les enjeux industriels pour l'exploitant, qui est EDF. Comme on l'a déjà vu et Jean-Marc Mirocourt l'a rappelé tout à l'heure, on n'est pas dans une phase où on n'a rien fait depuis 30 ans. L'investissement pour la sûreté, c'est déjà une réalité. Il faut savoir qu'on fait à peu près 50 arrêts par an pour recharger le combustible et pour conduire les activités de maintenance, pour faire des visites décennales, des visites partielles. Et c'est un processus continu qui nous a permis, donc depuis 30 ans, d'acquérir de l'expérience en termes de, comme on l'a vu, en termes techniques, mais également en termes organisationnels. On ne part pas de rien, et notamment, je tiens à signaler qu'on a une caractéristique au niveau d'EDF, c'est d'avoir à la fois un rôle d'exploitant, donc de conduire l'installation nucléaire, mais également un rôle de concepteur. On a au sein du groupe à la fois des compétences d'ingénierie, de conception, et des compétences d'exploitation. Et c'est au travers de la manière de fonctionner et de travailler ensemble de ces compétences d'ingénierie et d'exploitation que l'on peut mener à bien ce programme depuis 30 ans et qu'on s'apprête donc à faire en sorte de relever le défi de ce qu'on a appelé le grand carénage, qui en effet débute officiellement, on peut le dire, à partir de 2015. Ceci dit, on l'a vu déjà des remplacements de générateurs de vapeur qui ont été faits sur un certain nombre d'installations. Donc encore une fois, ces investissements ne vont pas brutalement commencer. On a déjà commencé à faire ce genre de choses sur le parc nucléaire. Malgré tout, c'est une nouvelle étape qui est à franchir, une nouvelle étape industrielle. Et comme je le disais, il y a une synergie entre cette capacité de conception, cette responsabilité d'exploitant. Et si je veux résumer en fait ce que l'on fait pour s'y préparer, pour relever ces enjeux industriels, on a en fait trois axes que je vais développer rapidement, qui ont tous les trois des composantes à la fois techniques et surtout des composantes humaines. Il s'agit de préparer, d'anticiper. Alors, anticiper, c'est un mot qu'on voit partout. Je veux dire, une fois qu'on l'a dit, évidemment, après, il faut le faire. Anticiper, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, et là, nos collègues prestataires qui sont avec moi ici sur cette table ronde, je pense qu'à bon dans mon sens, anticiper, c'est aussi développer une préparation des unités de production le plus en amont possible sur leur programme de maintenance, programme d'investissement. De travailler aussi sur quelque chose qui est essentiel dans le programme qui est devant nous, c'est la logistique, la préparation des sites, la logistique, de mettre également en tension, je dirais, des organisations pour qu'elles puissent évoluer et puissent faire face à la fois d'un point de vue conception, d'un point de vue exploitation, à des charges de travail, des organisations qui puissent fonctionner d'une manière beaucoup plus étendue sur une période d'arrêt, d'installation beaucoup plus dense. En effet, comme ça a été rappelé, on a déjà depuis 3 à 4 ans multiplié par 2 les investissements qu'on fait sur le parc nucléaire, donc multiplié par 2 concrètement ce que l'on fait en termes de niveau de maintenance. Deuxième point absolument essentiel, ça a été dit, redit, en fait c'est une réalité que l'on rencontre sur les unités de production et dans les centres d'ingénierie. Il y a un remplacement, on a une génération de bâtisseurs qui sont ces personnes qui ont démarré le parc nucléaire il y a une trentaine d'années, qui est en train de passer la main à une nouvelle génération.
Et ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental dans la période que nous vivons. Et on pourrait toujours se dire que c'est quand même pas opportun d'avoir les deux en même temps que de devoir se faire ce programme et en même temps d'avoir ce renouvellement de compétences. Je pense qu'il y a une opportunité à saisir dans ce moment-là, parce que vous avez là un transfert de compétences qui se fait à un moment où cette jeune génération va prendre en main ces installations d'un point de vue conception, d'un point de vue exploitation, et elle les prend en main en se réinterrogeant sur ses fondamentaux et sur la manière de concevoir l'exploitation et la conception de ces réacteurs. C'est une chance. Ça nous conduit également, on a parlé tout à l'heure de formation, à renforcer bien sûr les programmes de formation et de ce côté-là à faire des choses qui sont tout à fait conjointes avec les industriels qui nous apportent leurs compétences pour réaliser ces arrêts, pour réaliser ces investissements. Troisième point, évidemment ce programme il est peu ou prou cadré sur une dizaine d'années, entre 2015 et 2025. On a tous un peu en tête ce qu'on appelle nous une tête de série qui sera l'UL2 l'année prochaine. Malgré tout, ce qui est complètement inhérent à la manière de se préparer, c'est de faire en sorte que très vite, dès que nous aurons fait une modification, un arrêt, 2 arrêts, c'est de pouvoir tirer rapidement ce qu'on appelle le retour d'expérience, c'est-à-dire ce qu'on en tire comme élément d'expérience industrielle, et de structurer cette expérience industrielle pour en faire profiter de manière rapide les centres de production qui auront à développer ce programme. On a une force particulière qui est cette homogénéité entre les centres de production, de cette proximité entre le concepteur et l'exploitant. Et concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, on a des équipes dites communes qui rassemblent des compétences de conception et d'exploitation au sein des centres de production nucléaire. Ces équipes sont renforcées et on va jouer un rôle déterminant à la fois dans le fait de piloter les modifications et toute cette maintenance, mais également dans le fait de pouvoir apporter rapidement le savoir-faire d'un site à l'autre. Troisième point, et puis quelque chose qui est une condition de réussite absolument essentielle. Pour maîtriser ce programme, il nous faut avoir une visibilité à long terme. C'est-à-dire qu'il faut programmer ça de manière très claire sur une dizaine d'années. Là, je pense qu'également c'est un enjeu commun avec les industriels de pouvoir avoir de la visibilité. Pour nous, c'est essentiel parce qu'en fait, si on programme bien, on réalise une anticipation de préparation qui sera la plus opportune et on pourra également avoir quelque chose qui sera lissé dans le temps le plus possible. Et dernière illustration, il s'agira également de ne pas forcément faire comme on a toujours fait, même si on a une expérience acquise qui est importante, il s'agira d'innover, ne serait-ce que parce qu'on va changer des matériels, on l'a soulevé, on va changer du contrôle-commande, parce qu'on a une jeune génération qui n'a pas forcément les mêmes repères et qui apporte des choses nouvelles. Et j'insisterai sur cette photo que vous voyez où vous avez ces deux échangeurs verts avec cette surface brillante. Il y a un point qui est absolument essentiel, c'est qu'on a réussi en quelques années à remettre l'état de nos installations à l'état neuf. C'est-à-dire que, en fait, on parlait tout à l'heure d'effet miroir. On a vécu il y a 30 ans sur quelque chose qui relève d'un exploit industriel, de démarrer ce parc, vous l'avez vu, Madame Bourlon a précisé la densité avec laquelle les tranches ont été démarrées. 30 ans après, le standard des installations a été remis à l'état neuf. Donc ça c'est important parce que vous exploitez bien une centrale quand vous avez un état d'exploitation qui est le plus proche de ce que vous avez au début. Et ça, que ce soit pour l'ingénierie, pour l'exploitation, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Donc il y a vraiment un nouveau départ qui est quelque chose que l'on vit actuellement. Merci. Alors, Monsieur Chauveau, vous êtes président de Bouygues Services Nucléaires. En tant que génie civiliste, vous êtes déjà impliqué dans la construction des réacteurs de génération 3. Quel lien vous faites entre l'expérience acquise sur l'EPR, la préparation que vous êtes en train de mener sur le projet Hinkley Point et le grand carénage? Bonjour à toutes et à tous. Alors, un groupe comme Bouygues Construction regroupe plusieurs entités. Je représente aujourd'hui les entités génie civil et ventilation, et VSL pour la précontrainte. Et on a aussi une activité électrique. Alors, je ne vais pas refaire on a parlé le tour de table précédent a parlé beaucoup des enjeux techniques sur les enceintes et donc on va pas, c'est pas tout à fait mon rôle de reprendre ça. Nous sommes une entité qui est au service d'EDF pour répondre sur le terrain avec des solutions à mettre en œuvre. Donc c'est la mise en œuvre qui nous intéresse et on est là pour proposer des solutions. Alors qu'est-ce qu'on peut dire ? Aujourd'hui, il s'est passé quand même un temps important depuis les dernières centrales jusqu'à la construction des 2 nouvelles
centrale EPR. Alors, on avait redémarré chez Bouygues avec le laser mégajoule pour le CEA, au CESTA. Et puis, dans la foulée, on a démarré l'EPR de Finlande, l'image du haut, et celui de Flamanville ensuite. Alors, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ces EPR, dans cette construction neuve, l'EPR a intégré un REX et une innovation de toutes les centrales existantes qu'on a eu pour mission d'intégrer. Donc on a bien vu quelquefois quelques difficultés pour mettre la ferraille dans les quantités prévues. Il a fallu trouver des solutions. Ça, ce sont les nouvelles contraintes normatives qui nous ont imposé cette grande quantité d'acier. Et au regard de ça, on s'est préparé et aujourd'hui on optimise clairement ces méthodes et on aide aussi, on fait modifier un petit peu le design pour Winkley en Angleterre en vue d'optimiser cette construction et de la mettre en œuvre plus facilement. Donc on profite de ce REX pour la suite en France et tout ce qui va venir. Alors ça démarre par naturellement le poste Fukushima avec les DUS, les diesels ultime secours, les bâtiments et puis le centre de crise locale. Mais ça empêche qu'on continue à innover pour la maintenance du parc en exploitation. Et tout à l'heure, M. Moroni l'a évoqué, on a réalisé le renforcement du radier à Fessenheim, qui s'est fait l'année dernière. Et puis, on travaille également sur la génération 4 Astrid. Donc, ça fait partie de nos projets. Quelques illustrations. Donc, le centre de crise locale dont on a évoqué tout à l'heure, puisqu'il y avait une question, voilà à quoi ça va ressembler. Il y en aura 19 à construire en France. Et puis, les diesels ultime secours, où il y aura du génie civil et de la ventilation de notre côté, et pour lequel on se prépare. Alors, qu'est-ce qu'on fait également ? On se prépare pour les grandes visites décennales et la prochaine qui est importante, qui sera nouvelle pour nous, c'est celle de Paluel, avec un remplacement de générateur de vapeur 1300 où il faudra développer des vérins à câble de nouvelle génération, plus grosse capacité. Et puis, on travaille depuis de nombreuses années avec les entités de la DPN, d'EDF, pour améliorer la précontrainte pour tout ce qui est ancrage des gros composants. dont on voit ici en bas à droite un DAB, un dispositif autobloquant. Mais on travaille de façon systématique et régulière sur tous les sites avec l'image de droite montre la mise en tension d'ancrage sur un site en exploitation. On améliore la mesure, les systèmes techniques pour avoir une précision plus grande et mieux maîtriser les valeurs. On travaille naturellement sur la ventilation et aujourd'hui, ça sera un gros sujet de remettre en état, de poursuivre la rénovation de la ventilation dans le cadre des nouvelles normes. Dans des programmes de R&D appliqués, et on a travaillé depuis 4 ans maintenant pour mettre au point des produits coupe-feu qui répondent à ces nouvelles normes, c'est les normes 2 heures. Et puis, on l'a évoqué tout à l'heure, on travaille avec EDF pour trouver des solutions sur le vieillissement et la déformation des structures, notamment sur le tressant, et on a parlé de l'étanchéité, dont je ne reviens pas dessus. Pardon. Voilà, donc voilà un petit peu au niveau de chez Bouygues comment on voit les choses. Ces investissements, et ce qui est important pour nous, c'est la visibilité. Monsieur Delabroix vient de le dire, et c'est ce qui nous permet de lancer des programmes de R&D. C'est également la continuité pour que quand il y aura beaucoup d'opérations à mener, qu'on n'ait pas des pointes d'activité et qu'on ait recours à de la sous-traitance en trop grand nombre ou éviter de la sous-traitance en cascade. Donc ça, c'est très important qu'on ait une charge, on va dire, continue ou progressive, mais bien maîtrisée. Voilà. Et puis, bon, au-delà de ça, après, il y a vis-à-vis d'EDF, on a naturellement tout un système qui est en marche avec un processus achat qui, on trouve quelquefois un petit peu lourd, mais bon, ça on avance. Et puis, bon, il faut naturellement qu'on peut avancer aussi quand quelques marchés sont clairement formalisés. Voilà un petit peu ma réponse d'industriel. Très bien, merci. Monsieur Labourbette, vous êtes en charge des opérations chez Assystem. Alors, cette table ronde s'intitule « Mettre en place les moyens industriels pour réaliser le programme ».
J'ai appris tout à l'heure que vous étiez aux côtés d'EDF et du CEA depuis le début de cette histoire nucléaire en France. Quelle pourrait être votre contribution à la réussite de ce programme ? Tout d'abord, merci de me donner l'opportunité de participer et d'apporter notre contribution à cette discussion. Peut-être dans un premier temps, je peux vous donner effectivement quelques mots sur Assystem et EDF. Donc Assystem, comme vous venez de le dire, participe pratiquement depuis le début de l'aventure nucléaire aux côtés d'EDF. Assystem participe aux côtés d'EDF à la mise en place du parc. Aujourd'hui, c'est à peu près 700 ingénieurs qui travaillent dans les activités, soit dans des études packagées pour le compte des ingénieries d'EDF, soit en position d'AMO dans les équipes communes dont vous parliez tout à l'heure. La contribution que l'on souhaite apporter dans le cadre de ce programme, c'est de continuer à contribuer à la réussite du grand carénage au travers de l'appui multimétier des centres d'ingénierie. C'est aussi de continuer à travailler en AMO d'EDF sur des projets particuliers. C'est aussi d'être capable d'accompagner les grands industriels qui font de la conception-construction et d'aider EDF et les grands industriels à sécuriser ces programmes. Et enfin, nous pensons que nous pouvons avoir aussi un apport et un appui dans le cadre du management de projets du grand carénage, soit au niveau du programme général, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, soit sur les différentes entités. Alors sur le principe que nous avons retenu pour la table ronde, en fait, c'est de parler de cet dernier aspect. Ce dernier aspect, en fait, on l'a abordé d'une manière assez particulière, puisque comme nous travaillons avec de nombreuses industries, nous avons choisi d'apporter notre retour d'expérience transversale, puisque dans toutes les grandes industries en France et à l'étranger, les travaux d'arrêt sont une activité normale, dans laquelle on est amené à arrêter une installation pour la modifier, pour l'améliorer, pour en augmenter les performances, pour augmenter son niveau de sécurité ou de sûreté. Assystem a participé en fait à pratiquement tous ces grands travaux d'arrêt. On a par exemple arrêté des hauts fourneaux quand il y en avait encore beaucoup en France. On a régulièrement arrêté des usines automobiles complètes pour les casser et les faire redémarrer un an après. On a participé dans les centrales thermiques et dans les centrales nucléaires également. Nous avons participé aux visites décennales. Donc en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'essayer de déterminer un peu quels sont les intangibles de façon transversale, ne préjugeant pas du fait que ça soit appliqué ou pas dans le cadre du grand carénage, mais donner une idée de à peu près ce qu'on peut voir sur toutes ces industries, ce qui est absolument intangible. Alors, première chose intangible, c'est qu'en fait, il est évident pour tout le monde que manager des travaux neufs, c'est un métier, que manager de l'exploitation, c'est un métier, que manager de la maintenance ou du démantèlement, c'est un métier. Mais de la même manière, manager des grands travaux, c'est un métier. C'est une activité extrêmement complexe qui a ses propres codes, ses propres nécessités d'organisation et de méthodologie qui font que ça va devenir une réussite ou pas. Le deuxième aspect qui est très important pour nous, c'est que des travaux d'arrêt, c'est un projet. Il y a une date de début, une date de fin, des objectifs à atteindre, et généralement, c'est un objet unique. Alors vous allez me dire, bien sûr, il y a des flottes. Oui, dans toutes les industries, il y a des flottes. Les usines automobiles se ressemblent beaucoup, les centrales nucléaires sont standardisées, etc. Néanmoins, il y a des éléments de contexte, des éléments qui sont relatifs à la vie de l'installation, qui sont relatifs au programme, qui vont en faire quelque part un objet unique, même si on retrouve des modules standards. Et donc tout ça, c'est bien la définition d'un projet. Et la principale chose dans le premier intangible, c'est que si c'est un projet et si c'est un métier, ça veut dire qu'il y a un chef de projet. Et pour nous, avoir un chef de projet qui est au-dessus de toutes les entités, qui est responsable des coûts, des délais, de la qualité, de la sûreté du projet, et qui va définir la stratégie, est quelque chose qui est très important. Et on voit bien que toutes les industries qui sont capables de mettre en place ce type de fonction et de la faire vivre sont des industries qui réussissent leurs travaux d'arrêt. Je m'aperçois que je n'ai pas fait passer les slides. Le deuxième, et vous l'avez, je pense, très bien abordé tout à l'heure dans l'aspect programme, que moi j'ai appelé scénario, mais c'est à peu près la même chose. C'est que le programme, en fait, est lié à la complexité des travaux d'arrêt. Généralement, on se précipite sur la planification. En fait, le premier point, c'est de faire le scénario et le programme, c'est-à-dire en fait de définir dans le détail comment on va agir, comment on va atteindre les objectifs qui sont assignés au projet.
Donc ça veut dire que ça a des impacts à la fois sur l'enclenchement des opérations, mais aussi sur la stratégie d'achat. Souvent, on fait de la stratégie d'achat, puis après, on fait de la stratégie de projet. En fait, il faut faire de la stratégie de programme et de projet, et après, faire les achats qui vont bien avec. Sur l'évaluation des ressources, sur la mise en place de l'organisation, tout ça, c'est relatif au programme. Et une fois qu'on est bien d'accord sur le programme, on doit le faire approuver par l'exploitant, ça se décline en planification, et on arrive comme ça à réussir des travaux d'arrière. Mais les programmes ne sont pas uniquement le programme ou le scénario normal, c'est aussi ce qui est relatif au backup. Qu'est-ce qui va se passer si on a un problème? Aux solutions transitoires, aux solutions de remplacement. Donc ça, c'est le deuxième intangible qui est relatif au programme. Le troisième, et ça a été dit à plusieurs reprises, c'est l'anticipation. Ce qu'on voit, c'est que les entreprises qui réussissent leurs travaux d'arrêt sont celles qui savent anticiper. Anticiper dans le passage des commandes par les services achats. Anticiper dans la livraison. Tout doit être livré sur site avant le démarrage. C'est un intangible qu'il ne faut pas aller contre. C'est anticiper aussi dans les approvisionnements, dans le pré-montage, dans le montage, dans les essais. Il est toujours très tentant de se dire « je vais arrêter l'installation, ça va être plus simple de faire cette modification ». En fait, ce n'est pas vrai. Parce qu'en fait, prise toute seule, cette modification, effectivement, est plus facile lorsqu'on a arrêté l'installation. Mais lorsqu'on a arrêté l'installation, on a tellement de choses à faire qu'on rajoute un niveau de complexité. Donc ça, c'est le deuxième. Le troisième, c'est l'organisation des travaux. Des travaux d'arrêt, dans toutes les entreprises qui réussissent, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Après, on travaille suivant un certain nombre de rythmes. Mais la planification et l'organisation des projets, c'est sur ce rythme-là. Et tout ça, c'est managé par une war room, où je crois qu'on a, j'ai utilisé un autre terme tout à l'heure, je ne me souviens plus, mais un endroit où on a l'ensemble des informations et où le chef de projet dirige les opérations, qui permet en fait de réagir en temps réel. Il est relayé sur site par des responsables de zone qui vont décliner cette mise en place, mais il est impératif d'avoir ce type d'organisation avec une intégration de l'exploitant qui est là pour faire de la validation progressive et qui en fait prépare le redémarrage. Et le dernier point, c'est que lorsqu'on arrête une installation, il faut en avoir l'état complet, formalisé, parce que c'est comme ça qu'on va gérer l'écart entre l'installation avant et l'installation après, l'obtention des objectifs. La formalisation, c'est les performances, c'est la documentation, c'est le personnel en place, c'est les pièces de rechange, c'est l'ensemble des éléments. Voilà, je ne vais pas revenir sur les incontournables tels qu'ils sont listés comme ça. Ça paraît finalement relativement simple, mais à mettre en place, ça nécessite un engagement de tous, une définition claire. Et pour nous, c'est une des clés que l'on a constatées dans les travaux d'arrêt qui ont réussi dans les différentes industries. Très bien, merci. Alors, on a vu les aspects d'organisation, le bénéfice du retour d'expérience. Maintenant, Monsieur Lecor, vous êtes responsable pour Alstom des activités de maintenance des centrales sud de l'Europe et Afrique. On le sait, Alstom est déjà très impliqué dans les programmes de maintenance du site, enfin du parc industriel. Quel défi ce nouveau programme, enfin ces renouvellements, enfin ces activités de maintenance supplémentaires représente-t-il pour vous et comment vous y préparez? Et merci pour votre invitation d'abord. Effectivement, je dirige les activités de service sur le sud de l'Europe et de l'Afrique, mais pas les centrales d'EDF sur le sud de l'Europe et de l'Afrique. Et je dirige à ce titre l'activité effectivement de service en France. Nous avons à peu près 2000 salariés en France, dont les 3/4 travaillent pour EDF sur le nucléaire et le thermique, mais je dirais que c'est essentiellement sur le thermique, donc de l'ordre de 1200, 1300 personnes qui travaillent pour EDF en France. Alors effectivement, le grand carénage, pour nous, j'ai essayé de le résumer en 2 enjeux principaux, avec 2 schémas qui résument finalement ces enjeux. Le premier enjeu, c'est un enjeu de compétences. On en a parlé un petit peu juste avant. Ce que je voulais simplement, c'est illustrer ça par notre pyramide des âges. Donc vous avez ici le nombre de personnes qu'on a par tranche d'âge. Donc vous voyez qu'on a des populations qui peuvent monter jusqu'à 400 personnes. Et si je prends la pyramide des âges qui sont les barres orange, donc on a une pyramide des âges en 2007. Et donc vous voyez qu'on avait une pyramide des âges qui était totalement déséquilibrée pour les 2000 personnes qu'on a en France. Alors pourquoi cette pyramide des âges déséquilibrée? C'est parce que le parc nucléaire français a une 30aine d'années en moyenne et que les personnels d'Alstom ont participé à la construction de ce parc donc il y a une 30aine d'années.
et que les gens qui travaillaient pour le neuf sont devenus ensuite les gens qui ont travaillé sur les opérations de maintenance. Et donc on a un héritage aujourd'hui des gens qui travaillent, qui sont des gens qui ont vécu les 30 dernières années passées du neuf à la maintenance, avec effectivement des investissements qui étaient relativement limités. Aujourd'hui, le grand carénage, comme l'a évoqué M. Mirocourt, c'est un doublement de l'activité. Et donc on est aujourd'hui face à un besoin de renouveler une génération qui part à la retraite. Donc on a une obligation de renouveler ça. Et quand vous voyez la courbe bleue, c'est la pyramide en 2013, vous voyez qu'on a une grosse partie de notre population qui est partie. Et on a recruté des jeunes qui sont aujourd'hui une grosse partie des gens qui travaillent. En termes juste de chiffres, on recrute entre 150 et 200 CDI par an. Donc pour une population de 2000 personnes, ça veut dire qu'en 5 ans, on a renouvelé la moitié de notre effectif, ce qui est juste une révolution en termes de problématiques de transfert et de formation de ces personnes-là. Effectivement, l'enjeu sur le grand carénage, c'est qu'on est dans une politique de croissance, donc c'est une très bonne nouvelle pour nous. Par contre, on est la combinaison d'un moment où on renouvelle notre population, en plus d'un besoin d'accroître cette population pour répondre aux besoins d'EDF. Donc voilà, je dirais pour nous le premier enjeu, de trouver les gens, de les former, de transférer le savoir, de capitaliser le savoir et de capitaliser les 30 ans d'héritage qu'on peut avoir aujourd'hui sur les opérations de maintenance. Donc ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu en termes d'innovation. Alors on a parlé d'innovation technique, et je ne reviendrai pas sur tout ce que Alstom fait sur l'innovation technique, mais il y a aussi de l'innovation sur la manière dont on gère les chantiers. Puisqu'effectivement, quand on prend l'objectif du grand carénage, pour faire simple, c'est on devrait faire 2 fois plus de chances dans le même temps, dans un arrêt de tranche. Et donc faire 2 fois plus de choses dans le même temps, c'est déjà une certaine difficulté. Et en plus de ça, on rajoute des contraintes qui sont plus récentes, puisqu'aujourd'hui, par exemple, dans la sécurité, les pratiques actuelles ne sont plus les pratiques qu'on avait il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Tous les industriels autour de la table ont des pratiques de zéro tolérance, zéro accident. Et donc, on travaille de manière totalement différente en s'imposant des contraintes beaucoup plus fortes. Donc ça, c'est un premier critère. En termes de qualité, EDF est extrêmement ambitieux dans les obligations de qualité qu'on a. Et donc, on a cette obligation de qualité. On a des problématiques de coactivité, puisque 2 fois plus de personnes, ça veut dire 2 fois plus d'équipements à manipuler, 2 fois plus de personnes, 2 fois plus de personnes sur le chantier machine. Et donc, on est obligé de faire une révolution sur la manière dont on travaille aujourd'hui et la manière dont on travaillera demain pendant ces arrêts et pendant la maintenance quotidienne. Mon collègue d'Assystem a évoqué cela, et donc c'est l'un des sujets sur lesquels on travaille. Alors je vous ai juste mis cette petite vidéo, si ça veut partir, parce que je ne vais pas vous expliquer tout ce qu'on fait en termes de linotège, de préparation de chantier. Simplement vous dire que même sur la partie formation et gestion des chantiers, on a une politique qui est une politique de zéro papier et une politique de travailler avec des nouvelles générations qui ne sont plus formées avec des slides, mais sont formés avec des outils plus modernes. Et aujourd'hui, on met par exemple nos procédures papier en 3D. Et vous voyez ici la procédure à gauche et l'ensemble des manipulations. Donc je n'ai pas donné tous les secrets technologiques d'Alstom, mais simplement une manipulation très simple. Et donc on a aujourd'hui des modules dans lesquels on met nos procédures en 3D, on forme nos personnels avec ces procédures, ce qui aujourd'hui est beaucoup plus efficace en termes de formation. On rappelle les différents contrôles qu'ils doivent faire. Vous voyez ici, par exemple, de reprendre des jeux. On rappelle les outillages qu'ils doivent utiliser. Et l'intérêt de ces méthodes, c'est que demain, c'est ce qu'on fait déjà aujourd'hui, là c'est une rappel d'une procédure, par exemple, sur laquelle l'opérateur fait référence. On utilise aussi ces procédures sur chantier, puisqu'aujourd'hui, on met à disposition sur les chantiers des tablettes graphiques. Et les gens ont référence la méthodologie et non plus des centaines de pages de gestion de la procédure. C'est un exemple, ça, d'une innovation sur laquelle on travaille depuis un certain nombre d'années et qui est aujourd'hui testée sur des chantiers avec EDF. Alors c'est une certaine difficulté puisqu'on évite le syndrome du GPS. Vous savez, le syndrome du GPS, c'est que votre GPS n'est pas à jour, vous le regardez et vous prenez un sens interdit. Et donc la difficulté de ça, c'est comment composer demain pour aider, assister les opérateurs dans le cadre des opérations de maintenance, en les assistant mieux, mais sans les déresponsabiliser. Et ça, c'est un enjeu aussi demain, compte tenu de la complexité à venir. Voilà ce que je voulais dire pour répondre à votre question. Très bien, merci. Monsieur Dier, vous êtes directeur de la base installée France Areva. Vous aussi, comme Alstom, vous êtes aujourd'hui très impliqué dans le programme de maintenance du parc. Ce qui nous intéresse de savoir aujourd'hui, c'est quelle réalité ce programme industriel représente pour Areva, et même question que votre collègue, comment vous vous y préparez? D'accord, merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous.
Vous allez voir qu'on retrouve quand même beaucoup d'éléments entre nous deux, puisque là, vous avez le titre base installée, mais base installée, c'est pas forcément très explicite pour toutes les personnes dans cette salle. On pourrait simplement dire service, et là, on va retrouver forcément une activité comparable à celle qui a été évoquée par Alstom. Donc nous qu'est-ce qu'on fait? On fait les opérations de maintenance, on fait les opérations d'études et de modification dans les installations, on fait les opérations de remplacement de gros composants. Donc oui, pour nous, cette activité grand carénage, c'est déjà une réalité, et j'allais dire obligatoirement, puisqu'une part importante de notre activité est liée aux activités d'ingénierie, donc à toute la phase d'études, qui bien évidemment, on l'a vu déjà plusieurs fois dans cette rencontre, doit être faite auparavant et a dû être lancée depuis déjà bien longtemps. Depuis 2010 déjà, on a un certain nombre de nos équipes qui travaillent sur ces études. En particulier, j'ai cité là quelques exemples, simplement pour faire le design des modifications qui sont liées aux limitations, enfin, qui sont liées aux évolutions liées aux limitations des conséquences que l'on veut faire en cas d'accident. On a des études qui sont liées également à toutes les justifications mécaniques nécessaires pour pouvoir travailler sur la prolongation de la durée d'exploitation des différents équipements. On a aussi un certain nombre d'études qui sont liées à des grands projets. J'ai cité ici le projet M2C. Alors M2C, c'est pour modification du contrôle-commande qui se rapporte au réacteur 1300 MW. Donc là aussi, un certain nombre d'études qui prennent en compte les évolutions nécessaires pour améliorer la sécurité de l'installation et les évolutions nécessaires pour tenir compte du vieillissement des différents composants. Et puis aussi les études qui sont liées à la modification des rapports de sûreté. Donc tout ça, ça fait beaucoup d'activités, depuis déjà un certain temps. On peut dire que de l'ordre de 200 ingénieurs déjà ont travaillé annuellement sur ce sujet depuis 2010. Et puis maintenant, on est dans la phase suivante, où on commence à travailler cette fois sur la visite décennale, la 4e visite décennale du palier 900. Donc ça, c'était un des éléments que je voulais mettre en avant. Le deuxième concerne là aussi un aspect crucial pour nous qui est les compétences nécessaires que l'on doit avoir dans l'ensemble de notre personnel. Et là, c'est vraiment un aspect primordial. Et pour ça, on a besoin de visibilité, on a besoin de pouvoir anticiper un certain nombre de choses, en particulier le recrutement de nos opérateurs. Chose pas facile parce qu'aujourd'hui, dans nos métiers, on ne trouve pas des gens disponibles, on ne trouve pas des gens formés. On a besoin nous-mêmes de s'organiser pour pouvoir trouver les compétences nécessaires. Et à ce sujet, de façon anticipée, chez Areva, on a lancé des formations, des formations de type partenarial avec l'UIMM et avec l'AFPI pour disposer des compétences nécessaires au moment voulu. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, tout à l'heure vous disiez vous êtes 2000, nous on est à peu près 1500, on recrute entre 160 et 180 personnes par an, donc vous voyez quelque chose de significatif. Donc ces formations nous permettent effectivement, c'est 50 ou 70 personnes qu'on forme déjà chaque année, de pouvoir avoir un vivier dans lequel on va régulièrement chercher nos ressources pour effectuer les tâches dont on aura besoin demain. Il ne s'agit pas seulement de recruter, il faut aussi être capable de les accueillir et de les intégrer. Quand on atteint un tel niveau de recrutement, presque 10% de l'effectif, on ne peut plus faire ça de façon, j'allais dire, artisanale. Il faut développer un process industriel pour pouvoir former, être sûr qu'on va donner les bonnes compétences à l'ensemble des intervenants. Et pour ça aussi, et là aussi on est dans cette phase-là de transition, hein, d'une partie significative de nos effectifs qui arrivent au moment de la retraite, on met en place tout un système pour améliorer le tutorat, le compagnonnage par les anciens de nos nouveaux. C'est un élément, je crois, important. Alors, on ne peut pas faire tout seul, donc on s'est organisé aussi au-delà de ce que l'on fait en interne pour développer des partenariats avec un certain nombre d'autres industriels que l'on a sélectionnés et auxquels on demande de faire à peu près la même chose, de s'engager, de recruter, de développer un certain nombre de compétences dans leurs activités,
Mais là aussi, je me permets d'insister, tout ça c'est possible uniquement si on a de la visibilité. Enfin, je voulais moi aussi parler un petit peu d'innovation et d'innovation, à savoir qu'on a développé par exemple chez Areva, c'est juste, je citerai juste 2 exemples, un premier qui concerne le développement d'un système de simulation 3D. Vous en aviez parlé un petit peu. Nous, on a développé un système qui permet de se promener à l'intérieur du bâtiment réacteur, par exemple, et de simuler un certain nombre de positions, de pouvoir travailler en anticipation, de pouvoir former notre personnel sur ces activités. Et puis, on est en train de réaliser aujourd'hui, vous connaissez tous, je pense, les Google Street View. On fait à peu près la même chose aujourd'hui dans le bâtiment réacteur. On a recensé les données sur Palo Alto 2 et on va disposer comme ça d'un système qui va permettre de se déplacer de façon virtuelle et de pouvoir anticiper un petit peu sur les difficultés qu'on pourrait rencontrer lors des différentes opérations. Voilà. Très bien, merci. Donc, je retiens quand même des différents messages que c'est aussi une très belle occasion d'avoir de l'innovation dans nos entreprises et dans le travail de maintenant cette visite décennale qui va être réalisée. Donc, c'est très positif. Alors là, je vais revenir avec ma casquette de délégué général du J1. Vous avez eu des messages positifs, vous avez fait part de quelques difficultés, de la visibilité, des choses comme ça. J'aimerais que vous nous en disiez un petit peu plus tout de même sur les difficultés que vous rencontrez à l'approche de ce programme. Allez, voilà. Donc une des difficultés qu'on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est nécessaire pour ces grands travaux d'arrêt, d'avoir des gens extrêmement compétents, formés, à la fois dédiés aux grands arrêts, mais aussi des gens en quantité, puisqu'on a vu la quantité de travail qu'il y avait à faire, dans les différentes disciplines qui puissent exister dans ce domaine-là. Alors, ça, c'est une difficulté. Comment nous, on la gère, puisque c'est peut-être un peu ça la question. En fait, on la gère par différentes actions. La première, c'est qu'on a fait une académie interne qui s'appelle la System Nuclear Institute, dans laquelle on a formé 1500 personnes dans les 5 dernières années, puisqu'on va fêter le 5e anniversaire très prochainement. C'est plutôt des gens qui sortent des écoles d'ingénieurs et qui ont besoin d'un complément de formation dans le domaine du nucléaire. Donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est d'utiliser les générations qui ont été très impliquées dans le développement du nucléaire, avec 2 actions particulières. La première, c'est que dans le cadre de cette Nuclear Institute, c'est essentiellement des experts venant de chez Assystem, qui sont chez Assystem, qui font à la fois la conception et la réalisation. On a dans la salle des formateurs qui sont là depuis de nombreuses années chez Assystem sur le terrain et qui sont devenus formateurs dans le cadre de l'ANI. Et l'autre action, c'est qu'on utilise en fait les gens, les seniors, pour encadrer des équipes, soit ponctuellement, soit de manière un peu plus pérenne, et participer à monter en compétences des personnels. La dernière action, c'est en fait, par rapport à la problématique propre des travaux d'arrêt, aller chercher dans d'autres industries des gens d'Assystem qui ont déjà des expériences de travaux d'arrêt. Ça nous a conduit, par exemple, en 2008, lorsqu'il y a eu la grande crise de l'automobile, à faire migrer un certain nombre de personnes de l'automobile vers l'énergie, de les former et de les réadapter, mais à la fois de les adapter, mais aussi qui viennent avec leur propre richesse, qui était cette compétence travaux d'arrêt en provenance d'une autre industrie. Juste pour compléter peut-être par rapport aux problématiques de compétences, on a beaucoup parlé, mais effectivement on a une difficulté aujourd'hui, c'est notre premier défi, j'ai montré la courbe des âges, on ne trouve plus de personnes entre 35 et 45 ans qui ont la compétence, parce que l'industrie française, ou la France d'ailleurs, n'a pas maintenu ses compétences, donc c'est dur de les trouver. Donc effectivement aujourd'hui le défi c'est de trouver des jeunes qu'on formera, et on fait un certain nombre d'actions aussi là-dessus. On ne trouve plus aujourd'hui en France, en tout cas en difficulté, de trouver des soudeurs, des instrumentistes, des chaudronniers, vraiment des métiers relativement simples, qui sont des métiers historiques, mais qui malheureusement n'existent plus. Quand on regarde aujourd'hui les différentes écoles, avant ou après bac, les écoles de mécanique sont vides. Les jeunes vont faire de l'informatique, moins de la mécanique. Donc il faut qu'on puisse continuer à travailler là-dessus et à développer et à poursuivre un message positif par rapport à nos métiers, parce qu'il faut qu'on trouve des mécaniciens, des électriciens. D'ailleurs, j'ai un message pour les gens de la salle qui ont des enfants jeunes. N'hésitez pas à leur dire de faire des carrières dans la mécanique, l'électricité.
ils trouveront un job demain. La deuxième difficulté sur le recrutement, c'est l'itinérance. C'est-à-dire que la génération actuelle veut moins faire d'itinérance. On fait du chantier, donc on va aller sur une centrale, sur une autre. Ça veut dire que les gens partent pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines sur des chantiers. Donc on a une difficulté aussi avec les générations actuelles de gens qui vont faire l'itinérance et qui vont rester stables dans leur job. Ces générations où les gens veulent changer au bout de 3 ans au lieu de rester 30 ans dans la même fonction. Et donc ça, c'est une difficulté qu'on a et qui est effectivement de s'adapter, nous, en tant qu'entreprise, à des aspirations nouvelles des générations. Je fais encore partie de cette génération de jeunes. Et puis le troisième défi aujourd'hui, c'est un peu l'image du nucléaire, parce que ça reste effectivement, on parle beaucoup du nucléaire. Moi, ça m'arrive quand même encore, et régulièrement. Et je pense que l'aspiration aussi des nouvelles générations est un peu différente. On parle beaucoup de l'environnement, on parle beaucoup, quelque part, d'une manière un peu négative du nucléaire par rapport au risque que représente le nucléaire. Et on a aussi encore beaucoup de jeunes, et je dirais plus aujourd'hui, qui nous disent « oui, je veux bien travailler, mais le nucléaire me fait un petit peu peur, je ne voudrais pas aller en zone ou autre ». Donc il y a encore une certaine pudeur par rapport à ça. Et donc je dirais qu'en tant qu'organisme et groupement de sociétés qui travaillent dans le nucléaire, on a une responsabilité aussi collective dans l'image qu'on peut donner à ces générations pour qu'elles aient envie d'être... on a eu la génération qui a construit le parc nucléaire. Aujourd'hui, on crée une nouvelle génération qui va faire le grand carénage. Après, on en aura une troisième sur le remplacement du parc. Et donc, on a une responsabilité collective de l'image du nucléaire pour que cette génération émerge de manière à pouvoir contribuer à cette croissance. En tout cas, nous, on le fait au mieux. Tout à fait. Et ce dernier propos fait tout à fait écho à la table ronde de ce matin sur le sujet. Alors, avant de passer le micro à la table, à la salle, le temps que les questions se forment dans les esprits de chacun, peut-être une dernière question. Comment est perçu le programme Grand Carénage dans vos entreprises? Alors, peut-être chez EDF en premier. Ça a été très bien décrit par tous les industriels ici présents à cette table ronde. Vous voyez, on fait souvent référence à une histoire de notre industrie qui est assez proche, somme toute. C'était une trentaine d'années, mais en même temps, c'est loin, parce que c'est une génération qui nous sépare de cette histoire. Et vous voyez bien, tout à l'heure, on a vu qu'entre 80 et 81, on a mis 15 réacteurs sur le réseau. Il faut s'en souvenir, qu'on est capable de faire ça. Et en fait, le grand carénage, c'est quand même cette histoire que l'on vit maintenant. C'est la capacité que l'on a de redémarrer en fait quelque chose comme ça, de se réapproprier le matériel, sa conception, la manière de le faire fonctionner, voire avec du nouveau matériel. Et c'est une chance inouïe pour les gens qui nous rejoignent et pour ceux qui vivent ça même en transfert de compétences, ceux qui ont à transférer leur savoir. C'est une chance de vivre ça parce que c'est quelque chose d'absolument fondateur d'un point de vue individuel et collectif. Et c'est quelque chose qu'on partage parce qu'en fait, c'est une logique industrielle. Et je pense qu'à l'essence de tout ça, il y a quelque chose qui est absolument d'une grande noblesse et qui, même si on a du mal, en effet, c'est une difficulté de trouver des gens qui s'investissent encore, des jeunes, je pense, dans les carrières techniques. La maîtrise technique reste une valeur très noble et c'est cette valeur-là qu'on permet de remettre au centre avec ce genre d'événements que l'on rencontre. Il y a un programme ambitieux, certes, il faut être conscient de la difficulté, de l'envergure de ce qui est à réaliser, mais il y a une chance aussi de vivre ça, quoi. Et ça, c'est plutôt cet aspect-là qui ressurgit dans la manière dont on le conçoit, dans la manière dont on l'aborde. Et je pense que ça me va très bien de voir qu'on partage d'une façon un peu innée, je dirais, ce genre de choses. Peut-être juste pour ajouter, vous l'avez senti quand même, derrière tout ça, il y a quand même beaucoup d'enthousiasme. C'est quand même un nouveau pas en avant. C'est vrai que c'est difficile de recruter des jeunes, mais une fois qu'on les a, on a aussi toute une nouvelle génération là qui arrive et que nos anciens sont ravis d'accueillir, sont ravis de former, et qui arrivent avec aussi des nouveaux outils, des nouvelles envies. Vous le disiez tout à l'heure, un des éléments importants, c'est cette innovation que nous permet. On peut relancer un certain nombre de choses parce qu'on a beaucoup d'activités qui sont devant nous, donc ça nous donne les moyens de pouvoir relancer un certain nombre d'innovations que peut-être on aurait eu du mal à lancer. Simplement pour conclure sur cet enthousiasme, nous quand on a parlé en début d'année de nos projets, de notre vision future d'activité, on s'est dit qu'en fait 2015 pour nous c'était notre Coupe du Monde de rugby. 2015 c'est la Coupe du Monde de rugby en Angleterre, mais ça va être la nôtre puisque c'est vraiment là où ça démarre. Ça fait déjà un paquet d'années qu'on se prépare, ça fait un paquet d'années qu'on travaille, je vous le disais tout à l'heure,
eh ben, les qualifications, c'est un peu fini. Le match commence, vraiment, le match commence en 2015, mais c'est quand même essentiellement dans toute cette partie de préparation qu'on gagne le fait qu'on va être performant dans cette phase de compétition qui démarre l'an prochain. Donc je pense que ça fait aussi vraiment partie de l'enthousiasme. Effectivement, pour nous, chez Bouygues, c'est effectivement une opportunité aussi, puisque dans la prolongation de l'EPR, on a les équipes qui ont envie d'y aller. La VD de Paluel, effectivement, c'est dans la continuité. Et ce qu'on attend maintenant, c'est quelques feux verts pour faire du développement ou de la R&D, comme on a parlé, M. Perrin, sur la tenue des enceintes. Et ça, c'est un challenge qu'on souhaite relever et pour lequel on souhaite bien s'associer avec EDF pour ça. Très bien, merci. Y a-t-il des questions dans la salle ? Oui, bonjour. J'aurais une question, s'il vous plaît, sur la durée des arrêts. Excusez-moi, oui. Est-ce que vous pouvez vous lever ? On ne sait pas qui parle. D'accord. Emmanuel Turpin, Morgan Stanley. J'aurais une question, s'il vous plaît, sur la durée des arrêts programmés sur la maintenance. Et en regardant l'année 2013 qui s'est achevée, et sur les données qui ont été communiquées au public, il apparaît que ces arrêts ont été beaucoup plus longs que ce qui avait été prévu et communiqué par l'opérateur. J'aurais aimé recueillir l'avis des panélistes sur cette question et au regard de leur retour d'expérience. Est-ce que c'est un sujet sur lequel on avait peut-être sous-estimé l'intensité et la complexité des travaux réalisés, et en fin de compte, il faut plutôt prendre en compte des durées un peu plus longues que ce qu'on avait prévu auparavant, étant donné la somme des choses à faire, ou alors les tester sur leur degré de confiance, qu'on va pouvoir améliorer la performance tant de ces arrêts par rapport à l'expérience 2013, dans le respect bien entendu de la qualité des travaux qui sont à faire. Et j'aurais aimé recueillir éventuellement des exemples concrets de choses qu'on pourrait faire mieux que sur un millésime 2013 par exemple. Merci. Oui, alors un point d'histoire, en fait, vous parlez de 2013, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qu'il faut absolument avoir en tête quand on réalise un arrêt pour maintenance, un arrêt pour rechargement, c'est que quand on redémarre une installation, on redémarre en toute sûreté. Donc il n'est absolument jamais question de faire d'impasse. Donc tant que ce n'est pas bon, vous ne passez pas l'étape qui suit pour pouvoir redémarrer le réacteur. Ça explique pourquoi, en effet, si vous avez une charge d'activité, vous terminez cette charge d'activité et vous veillez à requalifier. Sur la capacité qu'on a à faire mieux dans le futur, il faut voir que le dernier point que j'abordais tout à l'heure est absolument fondamental. Dans la programmation sur les 10 ans à venir, il s'agira d'avoir des programmes réalisables. De toute façon, on ne programmera que ce qu'on sait faire en fonction de la durée de l'arrêt que l'on prévoit. Et puis, que fait-on pour tirer l'expérience et pour faire mieux ? Vous voyez bien qu'on apprend de nouvelles méthodes, on a de nouvelles personnes qui interviennent. On améliore aussi nos manières de concevoir les chantiers. Et quand je vous parlais tout à l'heure de rénovation d'organisation, c'est tout à fait ça. Il y a deux choses qu'il faut retenir, c'est que plutôt que d'avoir des chantiers qui se superposent tous sur une plage de travail qui soit située entre 8h et 17h, pour je restais assez simple, on va élargir ces plages entre 5h du matin et 23h, d'avoir évité de chevaucher les chantiers, et puis aussi un autre axe qui est important que j'ai situé tout à l'heure, mais de façon très rapide, c'est tout ce qui concerne la logistique. La logistique à la fois d'accès au chantier, pour fluidifier cet accès, de préparation des chantiers, du suivi des chantiers. On voit bien que là, ce qui se joue, c'est la capacité à gérer des activités superposées, à les planifier au plus près. Et donc, entre ce que je vous disais, la programmation à 10 ans et la réalisation sur place sur le chantier, comme ça a été éclairé par des exemples qui ont été donnés par d'autres industriels de cette table ronde, il y a toute une histoire de préparation. Et ce que l'on fait actuellement, c'est vraiment le quotidien, c'est qu'on leur renforce la préparation des arrêts de tranche et on renforce particulièrement cette préparation chantier par chantier. Je voudrais apporter quelques éléments complémentaires qui sont exactement dans la même ligne. Vous avez compris que anticipation, organisation sont des leviers importants qu'on a encore devant nous et sur lesquels on améliore.
qu'on améliore. Je voudrais aussi dire que les activités déjà entamées au titre du grand carénage depuis quelques années sur les remplacements des gros composants ont beaucoup réduit les indisponibilités fortuites, les arrêts de réacteurs sur panne de stator, panne de transformateur. On en avait beaucoup il y a quelques années, on en a beaucoup moins aujourd'hui. Alors c'est un effet immédiat sur la production évidemment, mais c'est un effet tout aussi important sur les arrêts de tranche et l'organisation des arrêts de tranche. S'arrêter pour changer un transformateur alors que ce n'était pas prévu, ça désorganise complètement l'arrêt et ça désorganise aussi les arrêts par un effet domino de l'année. Donc le fait d'avoir beaucoup moins de fortuits facilite la tenue des arrêts de tranche. Donc c'est tout un ensemble de leviers qui sont mis en œuvre. Certains sont à très court terme, comme l'élargissement des plages horaires, par exemple, sur lesquels on discute déjà avec nos prestataires et aussi en interne avec nos organisations, enfin nos représentants du personnel. Certains un peu plus long terme, c'est évident que et c'est notre cible, avoir une programmation des activités arrêt par arrêt à un horizon de 5 à 10 ans, ça va prendre un peu de temps, mais on va commencer par 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ça va être fait à court terme. On met aussi en œuvre des méthodes renforcées de ce qu'on appelle du PMO, du Project Management Office, au sein du programme Grand Carénage EDF, avec un renforcement de tout ce qui est planification, programmation. On augmente beaucoup les effectifs de contrôle du programme, contrôle au sens anglo-saxon, au pilotage du programme, je devrais dire. Donc tout ça, c'est un renforcement de méthode qui est destiné à relever le challenge. Peut-être juste pour répondre en tant que fournisseur d'EDF, pas juger ce que fait EDF sur ses organisations et sur la raison pour laquelle effectivement il y a eu un certain nombre de dérives. Il se trouve que nous, en tant qu'industriel, effectivement, premièrement, d'un point de vue contractuel, EDF a aujourd'hui une approche beaucoup plus stricte et nous met plus de pression pour progresser là-dessus. Donc, on a un certain nombre de demandes d'EDF et donc on essaie de progresser aussi parce qu'on est loin d'être parfait sur la gestion de nos arrêts. Et je dirais qu'il y a 2 axes essentiels parce que c'est un petit peu nouveau de travailler beaucoup plus sur ces problématiques de durée d'arrêt. Je dirais qu'il y a 2 axes essentiels sur lesquels on travaille, ou 3. C'est 1, la préparation, parce qu'aujourd'hui on n'est pas très bon en préparation, en tout cas de notre côté, et donc on essaie d'avoir des procédures beaucoup plus strictes dans la préparation. Deuxièmement, c'est la collaboration, la manière dont on s'organise avec EDF, avec beaucoup plus de réunions d'interface ou autres pour anticiper avec des plannings uniques plutôt que des plannings par type d'opération ou type de sous-traitant. Donc on travaille beaucoup sur plus de collaboration pour travailler ensemble, parce qu'on travaille mieux comme une équipe. On parlait du rugby tout à l'heure. On est plus efficace quand on va tous dans la même direction. Et puis la troisième difficulté, c'est aujourd'hui, c'est les risques ou les fortuits, c'est-à-dire tous les éléments imprévus, puisqu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les arrêts durent, parce qu'il y a des imprévus, il y a des choses à modifier, et que des choses aussi bêtes qu'on appelle les pièces de rechange ou autres par rapport à ça. Et donc on travaille plus en scénario de gestion des risques, quels sont les risques qui peuvent arriver, et quels sont les scénarios qu'on peut avoir pour gérer ces risques-là, qui sont aujourd'hui, en tout cas nous, les 3 axes sur lesquels on travaille, et on les partage avec EDF sur les arrêts qu'on a avec eux. Une autre question là-bas. Oui, une petite. Je rebondis sur les arrêts de tranche. Ce n'est pas une provocation de ma part, ni une attaque évidemment de EDF, mais simplement, on lit un peu partout que les performances, disons, d'EDF en matière d'arrêt de tranche, pour être gentil, ne sont pas parmi les meilleurs comparés à d'autres exploitants. Et j'ai l'impression que ça va pas tout à fait en s'améliorant, peut-être c'est une erreur de ma part, mais qu'il y a de plus en plus de difficultés ou de, disons, la longueur clairement des arrêts de tranche voilà, ne diminue pas, mais plutôt se rallonge, si je puis dire. Est-ce qu'il y a une raison à ça? D'abord, est-ce que j'ai tort ou est-ce que c'est une... ou est-ce qu'il y a des raisons malgré tous les efforts que vous faites? Tout à l'heure, Jean-Marc parlait du coefficient d'indisponibilité fortuite. Alors, il faut bien voir que ce qui est important, c'est la production assurée par les centrales. Ce qui est primordial, en effet, c'est de maîtriser les durées d'arrêt pour installation. À côté de ça, vous devez aussi maîtriser quand les tranches, les unités sont en fonctionnement,
leur coefficient d'indisponibilité. Ça, c'est quelque chose qui progresse de manière spectaculaire avec les investissements qui ont été faits. Et les investissements ont été faits notamment de cette manière dont on vous a parlé à plusieurs reprises depuis tout à l'heure. On dira qu'à peu près entre 3 et 4 ans, il y a un doublement du volume de maintenance qui a été réalisé sur les arrêts. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on en fait beaucoup plus. Et maintenant, en faire beaucoup plus, ça veut dire également qu'il faut pouvoir réaliser toutes ces interventions avec une meilleure maîtrise. Comme je l'ai dit, il n'est jamais question à aucun moment de mettre au second rideau la sûreté. La sûreté est toujours prioritaire, c'est notre boussole. Donc forcément, c'est ça qui guide. Donc quand vous avez un volume d'activité qui croît, vous devez aussi mettre en place des organisations qui sont à la mesure de ce volume d'activité qui croît. Ceci dit, il faut voir qu'en termes de production d'électricité, on est étal de l'année entre 2012 et 2013, parce qu'on a un coefficient de disponibilité qui s'est largement amélioré grâce aux investissements qu'on a fait. Ceci étant, on regarde d'une année sur l'autre, et même sur une tendance longue, la manière dont on progresse sur les arrêts de tranche, et tout ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'anticipation, à la préparation beaucoup plus importante. On a un axe de travail qui est double actuellement, qui consiste à revenir sur des volumes que l'on sait gérer en termes d'activité, de volume de maintenance, donc une meilleure programmation, et puis aussi renforcer de manière considérable la phase de préparation. Un arrêt se joue dans les 6 à 12 mois qui précèdent sa date de réalisation. Et ça, c'est l'effort qui est fait actuellement, qui est nécessaire et qui est quelque chose qui apporte déjà des résultats en termes de préparation. C'est quelque chose que, en effet, quand vous êtes dans un scénario où vous avez une préparation qui est bousculée par des fortuits qui arrivent avant, comme le disait Jean-Marc tout à l'heure, vous avez une préparation qui est perturbée. Là, on est en train de travailler particulièrement sur cette préparation et vous préparez mieux quand vous avez un programme qui, à moyen et long terme, est mieux établi. Et moi, je réfute le fait que les arrêts de tranche se dégraderaient, seraient de moins en moins bons. On réalise aujourd'hui des arrêts qui n'ont rien à voir avec ceux qui étaient réalisés il y a quelques années. Un exemple, je crois que c'est à Gravelines, je crois. En même temps, on changeait les générateurs de vapeur, on rebobinait le stator, on changeait le pôle transfo, tout ça en même temps. À Cattenom, en même temps, on réparait l'enceinte, on faisait la visite décennale et on changeait aussi le stator. Donc il y a aujourd'hui des arrêts beaucoup plus chargés que dans le passé. C'est vrai que le résultat n'est pas au rendez-vous, d'où le plan d'amélioration et d'organisation, d'anticipation, ça c'est vrai. Mais les arrêts se passent, enfin je veux dire, on fait beaucoup mieux et beaucoup plus que dans le passé, mais pas encore assez bien, ça c'est vrai. Pierre Joly, Areva. Dans la table ronde précédente, vous avez beaucoup évoqué les causes de vieillissement physique des équipements, mais M. Moroni a également mentionné le cas de l'obsolescence, qui est une cause de remplacement de l'INC. Dans le grand carénage, vous allez avoir besoin de nombreuses pièces ou composants de rechange, dont certains vont peut-être devenir obsolètes, leurs fournisseurs disparaissant du tissu industriel. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez identifié comme un risque et comment allez-vous le gérer ? L'obsolescence, c'est quelque chose qui est directement en lien avec la durée de fonctionnement. En effet, vous avez raison. On a, en fait, dès que l'on, sans rentrer dans les détails, mais dès que l'on fait une analyse de sûreté, on se pose aussi la question de savoir si on modifie des matériels. C'est le cas, il y a des contrôles communs notamment qui vont être modifiés. Et par ailleurs, quand vous avez une obsolescence, vous devez traiter cette obsolescence avec un matériel analogue que vous remplacez, ou alors vous avez la capacité de pouvoir assurer dans la durée le fait que vous aurez toujours la disponibilité de cette pièce. Donc il y a vraiment une stratégie à définir, c'est ce qui est fait, c'est quelque chose qui est complètement intégré dans la durée de fonctionnement. Et donc, il y a deux programmes, deux actions pour aller dans ce sens-là. Il y a un programme obsolescence où tous les matériels sont passés en revue, sont screenés et leur remplacement est anticipé. Alors, il y a deux manières, d'ailleurs. C'est une anticipation en constituant des stocks stratégiques, où déjà, même en parallèle à la constitution de ces stocks stratégiques, on lance des refabrications. On a des exemples avec, j'ai vu des amis de Rolls-Royce là dans la salle, on a refabriqué par Rolls-Royce des vannes qui étaient, et des capteurs
qui n'étaient pas fabriqués par Rolls-Royce dans le passé. Donc on a refabriqué complètement, mais il y a d'autres exemples avec d'autres industriels. Donc c'est un programme qui est complètement vivant, le programme d'obsolescence, et qui est anticipé. On essaye de voir de façon anticipée là où les compétences en matière de fabrication, d'études, de pièces de rechange sont en train de se perdre. Ça, c'est la première action. Et la deuxième action, c'est en termes de politique industrielle. Donc nous avons segmenté tous nos besoins en politique industrielle en une douzaine de segments, hein, électricité, génie civil, mécanique, etc., contrôle-commande. Et avec nos prestataires, nous leur avons donné de la visibilité sur l'augmentation de charges à venir dans les années, dans les 5 à 10 ans à venir, de manière à donner une visibilité complète au tissu industriel sur ses besoins. Donc là, ça répond également à l'obsolescence, mais ça répond à bien plus que ça, puisque c'est permettre, sous tous les aspects, au tissu industriel d'être prêt à répondre à nos besoins. Alors, besoins qui après se concrétisent par des contrats, évidemment, sur lesquels, qui enclenchent l'activité. Maintenant. Oui, bonjour, Anne McLachlan, journaliste. Cette table ronde a été relativement française. Ce qui est normal parce que c'est la Sven, n'est-ce pas? Et puis Jean-Marc Mirocourt vient de prononcer le nom d'une entreprise pas totalement française. Donc, mais j'avais deux questions par rapport à cela, ouvrir un peu vers l'étranger. La première, c'était est-ce que vous avez fait un benchmarking, enfin ça s'adresse à EDF surtout, est-ce que EDF est aussi unique dans le grand carénage que dans beaucoup d'autres aspects de son programme nucléaire? Petite question B, comment vous traduisez le grand carénage en anglais? J'ai eu du mal. Et la deuxième, c'est plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire que quelle est la place des entreprises étrangères ou bien des étrangers tout court dans les travaux à venir? Si vous ne trouvez pas des soudeurs en France, peut-être vous les trouverez en Pologne, mais est-ce qu'il faut parler français pour participer à ces travaux? Merci. Je vais juste répondre peut-être à cette dernière partie, puisque il se trouve qu'effectivement, nous, au niveau d'Alstom, moi, je m'occupe du sud de l'Europe et de l'Afrique, donc on travaille sur d'autres centrales, notamment en Belgique, en Espagne et en Afrique du Sud, où on a des équipes régulières qui travaillent là-dessus, et donc un retour d'expérience par rapport aux opérations qu'on fait là-dessus. Puis on travaille aussi aux États-Unis, en Chine, en Corée, en Ukraine, donc dans un certain nombre d'autres pays. Et on a des programmes similaires avec des caractéristiques différentes, et donc par contre avec moins de volume qu'avec EDF par définition. En termes de ressources, oui, enfin moi j'utilise beaucoup de ressources étrangères, donc de la sous-traitance en France, mais des ressources étrangères qui sont d'abord essentiellement des ressources d'Alstom, puisqu'on travaille en réseau sur des agents de nos ressources. Et j'ai quasiment en permanence, par exemple, plus de 50 à 60 Roumains qui travaillent sur le parc nucléaire français. J'ai des Espagnols, des Portugais, des Belges, des Croates qui travaillent aussi en France pour des effets d'optimisation de notre charge, puisqu'on a des charges qui sont fluctuantes en fonction de l'année. Et donc on utilise de la main-d'œuvre étrangère, d'abord essentiellement Alstom. Il se trouve que c'est plus facile, et ensuite on utilise aussi des sous-traitants étrangers. Aujourd'hui, ça ne me pose aucun problème. Alors, il y a une certaine paperasse, mais je n'ai aucun problème pour faire travailler des ressources étrangères sur les centrales nucléaires en France, puisque les gens, une fois qu'ils ont leur qualification, peuvent travailler sur une centrale nucléaire. Il n'y a pas de problématique de nationalité, en tout cas pour moi. Sur les autres aspects de la question qui s'adressaient au donneur d'ordre, à l'exploitant, je vais dire que nous, on s'adresse pour nos activités à des grands ensembliers. Donc c'est au travers des sous-traitants des grands ensembliers que sont Alstom, Areva, les Bouygues, tous les partenaires de génie civil, que les problèmes de main-d'œuvre, de soudeurs, tireurs de câbles et autres apparaissent. Donc c'est pas EDF en direct qui est confronté à ce sujet-là, à ce souci-là. Évidemment, nous, cette problématique, elle nous concerne au titre de la surveillance de nos activités. Au travers de la surveillance de nos activités, évidemment, on est très vigilant à la compétence de tous les intervenants sur nos centrales.
il y a un processus, vous savez, de qualification des entreprises pour intervenir sur nos centrales, et l'aspect formation et aptitude du personnel, même si c'est du personnel étranger qui vient travailler sur nos centrales, est très important dans cette qualification. J'ajouterais, et je profite vraiment pour aborder le thème de la sécurité du travail, qui est aussi au cœur du grand carénage, puisque tous les industriels qui travaillent avec nous ont ce souci prioritaire sur les travaux d'assurer la sécurité des personnels. Et malheureusement, l'année dernière, au cours justement des travaux sur une enceinte de confinement, nous avons eu par exemple un double accident mortel sur des travaux de renforcement de l'enceinte de Cattenom, ce qui montre bien que la problématique de la sécurité des personnes doit être considérée avec la plus grande attention et la plus grande priorité. Pour compléter la question, alors, quelques autres exemples d'entreprises étrangères. J'ai vu des amis de Westinghouse dans la salle. Nous, on lance des appels d'offres et au titre de la directive européenne, nous devons de respecter un processus de mise en concurrence. Et il y a beaucoup d'entreprises étrangères, quand elles sont qualifiées et qu'elles répondent à notre cahier des charges en termes de qualification et de spécification des produits qu'elles nous proposent, eh bien, ce sont des compétiteurs sur le grand carénage. Je dirais quand même qu'autour du grand carénage, il y a une grande problématique d'emploi local, puisque quand, encore une fois, ces grandes entreprises ont à faire appel à des peintres, à des tireurs de câbles, c'est peut-être un peu moins vrai pour les soudeurs qui se déplacent, mais il y a quand même une grande problématique d'emploi local. Et de toute façon, in fine, même quand ce sont des entreprises étrangères qui décrochent ces grands contrats d'ensemblier, ça se traduit toujours par une grande part d'emploi local, parce que il est beaucoup plus logique et beaucoup plus rentable de faire appel à l'emploi local plutôt que de faire déplacer des travailleurs d'un site à un autre. Je voulais aussi compléter la réponse sur votre première partie de question sur le benchmark. Vous avez eu des présentations sur exploité dans la durée à l'étranger, hier en particulier. Vous avez vu qu'en particulier aux États-Unis, il y a beaucoup d'activités également de remplacement de gros composants, de maintenance qui se font sur les centrales en exploitation. En termes de benchmark, on voit que les gros composants que nous changeons, donc générateurs de vapeur, stators, alternateurs et d'autres, les condenseurs, les réchauffeurs, on voit qu'une durée de vie de 20 à 30 ans, c'est à peu près la norme dans toutes les centrales au monde. Donc vous voyez que ce que nous faisons à 30 ans, en gros, c'est la norme dans l'industrie nucléaire. Ce qui n'est pas la norme, c'est que nous faisons en même temps sur toutes les centrales. Et encore une fois, c'est dû à la mise en service sur une courte période de toutes ces centrales. Donc ce qui n'est pas la norme, c'est l'ampleur du programme. Ailleurs, ce sont en particulier au sein des exploitants qui ont beaucoup moins de réacteurs que nous, ce sont des programmes de moins grande envergure en volume, mais c'est simplement l'effet multiplicateur des tranches des réacteurs qui fait ça en France. Pardon ? La traduction, je crois que vous êtes beaucoup mieux qualifié que nous, parce que vous maniez aussi bien la langue française que moi et beaucoup mieux la langue anglaise. On compte un peu sur l'Angleterre, qui est un pays naval, par essence. Vous êtes anglaise ? Américaine. J'ai compris. Bon, voilà, parce qu'en fait, vous pouvez proposer une traduction de grand carénage, qui est un terme naval, qui est un de la marine. Ok, une dernière question ? Non ? Bon, alors, Monsieur Mirocourt, je vous laisse conclure. Oui, avant de passer la parole à Valérie et Anne-Noël, oui, pardon, une question ? Oui, excusez-moi d'attendre en dernière minute. Véronique de Cobert, Westinghouse. Moi, je voulais vous demander, le processus réglementaire français depuis la loi TSN est relativement jeune, encore en mise en place. Est-ce que vous voyez un effet, il y a un certain nombre de choses qui sont structurées, précisées dans les délais, etc. Est-ce que ça a un effet, est-ce que vous voyez un effet, donc quand on voit l'ampleur du grand carénage, soit de difficulté, de complexification ou au contraire d'amélioration du processus ? Il faudrait demander alors c'est surtout Areva qui est confronté parce que là on est dans la loi TSN, c'est ça, donc c'est sur la sûreté nucléaire. Donc la question c'est, est-ce que c'est plus complexe aujourd'hui qu'hier, c'est ça? Oui. Je pense que à la limite, je dirais plus complexe ou peut-être plus
je sais pas, il y a des choses, par exemple, comme les délais de remise des dossiers avant prise de position de l'ASN, etc., qui sont précisés, qui n'étaient pas précisés avant dans la loi. Bon, néanmoins, les dossiers sont peut-être plus formels, Bon, il y a quand même des choses qui sont compliquées, quoi. Oui, je pense qu'on... Est-ce que en tant qu'exploitant ou participant à tout ce processus, est-ce que vous avez un... Moi, j'allais répondre en tant qu'ancien exploitant plutôt que puisqu'en fait, sinon, au niveau d'Areva, on fabrique les dossiers, on élabore les dossiers pour que l'exploitant puisse les donner. En tant qu'ancien exploitant, puisque j'étais pendant longtemps exploitant à La Hague, c'est vrai qu'aujourd'hui, les dossiers, il faut s'y prendre plus tôt, il faut attaquer les choses plus tôt parce qu'on nous demande des éléments plus complexes, plus pointus que ce qu'on avait avant. C'est vrai que ça prend plus de temps. Tout à l'heure, je disais côté Areva, on travaille sur les dossiers déjà depuis 2010. Je pense que c'est un peu une conséquence de cette évolution. Il faut qu'on s'y prenne plus tôt, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on travaille, et on le fait avec EDF largement, pour anticiper et être prêt au bon moment. Alors parfois, on a quelques surprises. Parfois, ça ne se passe pas exactement comme on avait prévu. On se retrouve devant des questions complémentaires, devant des éléments qui n'avaient pas été totalement anticipés. Là, il faut être capable de monter en puissance, de trouver des ressources supplémentaires pour aller chercher ces compléments d'études qui sont demandés. Ça demande un petit peu d'organisation, un petit peu de capacité de réaction. On arrive à le faire. Mais globalement, oui, on est dans un monde qui est plus exigeant que ce qu'on pouvait connaître il y a encore quelques années. Oui, moi j'ai la même réponse. Tout est beaucoup plus codifié, si j'ose dire. Donc le volume de dossiers et le temps d'instruction des dossiers jouent sur le processus industriel. Et bon, c'est un peu la question qui a été posée à la fin de l'exposé de Madame Mourlon tout à l'heure. C'est comment concilier l'anticipation et le fait que ces dossiers sont soumis jusqu'au dernier moment. En particulier au travers des dossiers de modification, de tels dossiers peuvent être remis en cause par l'autorité de sûreté. Donc il y a un certain nombre de risques industriels à prendre. Alors ça ne facilite pas la vie, mais on essaye de travailler justement avec les équipes de l'autorité de sûreté pour essayer d'avoir des instructions anticipées, en particulier des grosses installations ou des grands domaines, parce que plus la modification est importante, plus il est nécessaire pour nous de sécuriser sur le plan industriel cette modification ou cette installation neuve à construire en ayant l'avis de l'autorité de sûreté, au moins des avis de principe, le plus tôt possible dans le processus. Mais c'est vrai que c'est une difficulté que nous vivons au quotidien.